Bienvenue à toi dans cette série de vidéos sur le design. Je t'invite à aller voir la vidéo précédente et carrément aller voir la première si tu prends la série en cours de route. Allez, bonne vidéo. Quatrièmement, connaître la nature pour pouvoir aménager en fonction de ces schémas naturels que nous allons voir tout de suite. C'est très important. On appelle ça aussi les secteurs. Mais là, j'ai mixé un peu les secteurs avec des schémas d'aménagement classiques. J'ai mis le maximum, j'ai mis tous les schémas que je connaissais. J'espère que vous allez pouvoir vous inspirer de ça et en tirer quelques-uns. J'ai fait toute cette partie en caméra embarquée sur le lieu en question. Donc vous allez avoir toutes les images du terrain. On va commencer cette partie en étudiant les interactions positives qu'il peut y avoir sur un aménagement. Par exemple, je fais un jardin donc au sud, puisque généralement les légumes sont gourmands en lumière, ce qui va me procurer des récoltes, la petite flèche. Si j'ai des plantes qui aiment la mi-ombre, comme on peut voir sur le symbole, je vais plutôt les mettre au nord, à l'est ou à l'ouest de ma maison pour avoir un peu d'ombre. Si j'ai un gros soleil comme on peut voir sur le schéma, je peux aussi mettre des fruitiers dans mon potager pour ombrager légèrement mes cultures de légumes. Ça, on va le voir aussi un petit peu après. Là, je mets en interaction mon poulailler avec mon potager. C'est très important puisque les fientes vont pouvoir être amenées directement et les restes de culture du jardin au poulailler. Là, on peut voir que je fais des petits enclos que je vais bouger lorsque je n'aurai pas de culture, en interculture on appelle ça. Et en fait, les interactions positives entre les poules et le jardin sont géniales. Comme on peut voir, elles désherbent, fertilisent et assainissent le jardin. Donc pour leur bien-être, je peux aussi leur mettre des petits arbres dans le poulailler. Et je peux faire comme jonction une mare qui va arroser mon potager et abreuver mes poules. Voilà, ça c'est très important. Gérer un bon système de clôture et puis c'est réglé pour ça. Je vais mettre aussi des plantes de santé qui vont autant soigner mes poules que moi et ma famille et autant réduire les ravages liés au jardin. Un autre exemple qu'on va voir, c'est l'interaction entre les animaux et les végétaux. Donc, par exemple, une poule, elle fertilise avec ses fientes, elle mange des insectes et elle désherbe en grattant la terre. Au niveau de ses besoins, elle a besoin donc de manger, elle a besoin de fraîcheur et elle a besoin de protection. En parallèle, on a un verger. Le verger produit des fruits, il produit de l'ombre, il a une canopée dense et au niveau de ses besoins, il a besoin de minéraux, il a besoin d'être en bonne santé et d'éviter la concurrence. Donc, on peut voir avec les flèches que chaque besoin d'un élément est rempli par l'élément qui est à côté de lui. Donc, autant réunir ces deux-là dans le projet pour créer des interactions bénéfiques et avoir beaucoup moins de travail finalement. Et ce sera un système qui demandera aussi beaucoup moins d'énergie. Allez, un deuxième schéma d'aménagement positif. Donc quand on est dans une serre qui a une certaine température, on peut mettre un poulailler. Du coup, pour réchauffer les poules en hiver, ça peut être sympa pour qu'elles aient plus de confort et nous plus d'œufs. Donc en échange, les poules génèrent de la chaleur et elles augmenteront légèrement la température de la serre. On peut voir qu'il peut y avoir des problèmes de sécheresse dans une serre aussi, donc réaction, mettre une mare, pourquoi pas. On réduira la sécheresse et on augmentera l'hygrométrie pour faire un climat à moitié tropical. On aura aussi des problèmes liés au gel généralement, donc la mare fait un tampon thermique, donc ok check, elle rediffuse de la chaleur. En plus de ça, on peut mettre des murs de pierre, ça on le verra sur le chapitre gel, murs de pierre qui accumulent de la chaleur aussi. Dans une serre, on a des ravages évidemment, comme un peu partout dans le jardin. Donc la mare, dans la mare, il y a des crapauds, des grenouilles, des libellules qui mangent
des limaces, des mouches, des insectes, etc. On a les poules aussi qui mangent des insectes, si on les libère en interculture aussi. On peut y mettre aussi des plantes compagnes, des plantes qui vont attirer certains auxiliaires du jardin ou qui vont sentir très fort et éloigner les champignons. Donc check ravage aussi. En plus les plantes compagnes peuvent nourrir les poules, donc encore une interaction bénéfique. On voit que ça fait beaucoup d'interactions, mais c'est pas fini, puisqu'on va pouvoir aussi mettre notre compost dans la serre. Donc le compost va générer de la chaleur qui permettra à la serre d'être hors gel en hiver, enfin en tout cas de gagner quelques degrés. En plus de ça, on peut donner le compost et les résidus de légumes aux poules, elles se régalent, elles mangent tous les vers, etc. Pour nos cultures, du coup, on se retrouve avec de l'eau d'arrosage, encore une interaction, check. On se retrouve aussi avec le compost sur place, donc pas besoin de le bouger. Les fientes des poules aussi, pas besoin de faire trop de transport. Les plantes compagnes qui vont protéger nos cultures aussi. Donc ça fait beaucoup d'interactions. Et en plus de ça, nos cultures bénéficieront d'un climat ni trop sec, ni trop glacial. Si j'ai un gros ensoleillement comme moi dans le sud, je pourrais aussi y mettre des arbres, donc au sud de la serre, et des arbrisseaux ou des buissons dans la serre, qui vont encore une fois créer plein d'interactions positives. Et un four, si je veux faire un four à biochar par exemple pour faire du charbon ou quoi que ce soit, plutôt que de le mettre à l'extérieur de la serre, je vais le mettre à l'intérieur, ce qui me permettra les nuits froides d'hiver d'éviter le gel. Donc je vous incite à vous renseigner un peu plus profondément sur toutes ces interactions. Il y en a des milliers et surtout ben, voilà, faire marcher votre créativité, ce sera le top, le mieux. Et on peut voir que du coup ben, ça nous avancera beaucoup de choses. Ça nous aidera à gagner énormément de temps et d'énergie. Premier élément très important à prendre en compte dans mon aménagement, c'est l'ensoleillement. Évidemment, il sera relatif au lieu de vie de chacun, mais le soleil reste quand même la source d'énergie principale dans nos systèmes permacoles. Donc je vais chercher à valoriser chaque centimètre carré de terre ensoleillée sur mon terrain. Pour ça, on peut voir que j'implante mes arbres climacés, donc mes très grands arbres au nord et mes plus petits éléments au sud, afin que le soleil pénètre de manière homogène sur mon terrain. Si je viens mettre un élément au milieu, ça va créer des zones d'ombre qui pourront soit gêner certaines cultures gourmandes, mais qui pourront être bénéfiques, on le verra par la suite, en cas de gros ensoleillement. Alors, deuxième exemple, quand je vais planter mes arbres fruitiers, je vais essayer de les planter sous forme de haies fruitières. Donc je ne vais pas mettre que des fruitiers, je vais aussi mettre des plantes mellifères, des plantes fixatrices d'azote, en fait des lignes qui vont aider mes fruitiers à pousser. Et à côté de ça, je vais faire de l'agroforesterie. Donc je vais mettre mes légumes entre chaque ligne de verger. Et on peut voir qu'avec un espacement raisonnable, je vais avoir un balayage du soleil au cours de la journée qui va être très intéressant pour laisser des périodes de répit, un peu une petite ombre légère à mes plantations maraîchères. Il faut pour ça sélectionner des arbres fruitiers qui ont un feuillage assez léger et qui laissent passer les rayons du soleil, ainsi que tailler régulièrement les arbres. Alors voilà un schéma qui réunit les deux éléments qu'on vient de voir précédemment, c'est le schéma du fer à cheval. Donc tous mes grands arbres sont au nord, les plus petits arbres, arbres moyens jusqu'aux petits arbrisseaux au sud. Ça me fait un puits de chaleur comme on peut voir sur le dessin. Et à l'intérieur, je peux implanter mon agroforesterie avec mes arbres fruitiers alternés avec du coup des cultures maraîchères. Ce qui peut être intéressant aussi au niveau de l'ensoleillement, c'est soit si on manque de soleil, mettre une mare tout au sud, elle va réfléchir la lumière du soleil ainsi que stocker un petit peu de chaleur. Et si au contraire on a un gros ensoleillement, on peut très bien y mettre un arbre principal qui va par balayage encore une fois donner quelques heures d'ombre à nos cultures tout au long de la journée. Mes petits points de couleur, c'est des petits points de fleurs pour la biodiversité, toujours très important. Allez, exemple suivant, si je veux implanter une serre,
Sous un climat qui est peu ensoleillé, je vais la mettre parallèle à la course du soleil pour obtenir un maximum de rayonnement dans ma serre. Et inversement, si je suis sous un climat type méditerranéen très chaud et sec, où je vais chercher à la mettre plutôt perpendiculaire. Maintenant que nous avons vu l'ensoleillement, nous allons étudier les flux d'eau, puisque l'eau c'est la vie, mais elle peut aussi amener des problèmes de ruissellement, de crues, de marécages, des choses comme ça. Donc les schémas suivants sont très importants. Donc quand j'ai une pente sur mon terrain et qu'il y a une averse, souvent l'eau va choisir son chemin le plus rapide vers la mer et va créer des zones de ruissellement qui sont des zones assez critiques. Donc cette zone-là, il va falloir que je l'observe, que je la repère pour pouvoir adapter un empierrement par exemple, pouvoir en tout cas guider l'eau et ne pas aménager à cet endroit-là, en tout cas aménager autour de cet endroit-là pour que quand j'ai une grosse averse, je puisse guider mon eau dans soit une mare, soit des cuves, soit les deux si vous le souhaitez. Ça serait trop dommage de perdre de l'eau alors qu'on en a, donc autant la canaliser correctement. D'autant plus qu'avec le contexte climatique que nous avons en ce moment, l'hémisphère nord va tendre à avoir de plus en plus de pluies costauds sur un moment et de plus en plus grandes périodes de sécheresse. Donc autant stocker l'eau de pluie quand elle est là. Là, on va avoir un super moyen d'éviter l'érosion justement de notre terrain en pente. Donc ça va être de creuser des baissières. Donc on va creuser un trou avant la plantation évidemment et on va créer une butte de l'autre côté comme sur le schéma. Ainsi l'eau de ruissellement va pénétrer et s'infiltrer au niveau des racines ainsi que toutes les matières organiques qui vont finir par faire un humus super pour nos plantations qui seront nourries du coup grâce à cette baissière. Alors évidemment, ces baissières, il ne faut pas les faire n'importe comment, il faut les faire sur les courbes de niveau, sinon on va voir que l'eau ruisselle et ne s'infiltre pas, alors que sur la courbe de niveau, elle pénètre correctement. Voilà, là sur le dessin, on voit qu'une poche d'eau se crée si notre baissière est un peu de traviole, quoi. Les courbes de niveau, c'est quoi? C'est ces lignes sur les cartes topographiques. Et puis, un autre exemple, si on a une zone de ruissellement, on peut aussi la creuser au bulldozer ou à la main si vous voulez, hein. On reparlera aussi de l'énergie dépensée au niveau des engins, le pétrole, etc., l'impact que ça peut avoir. Mais là, c'est pas le sujet. Si vous avez une zone de ruissellement, vous pouvez concentrer votre eau à cet endroit-là en creusant, en amplifiant cette zone, créant une zone humide qui sera bénéfique pour pas mal de cultures, si vous voulez faire du riz, des sols, de la consoude ou des choses comme ça. Les vents, ils sont souvent vus comme négatifs puisqu'ils peuvent être séchants, cassants, ils peuvent augmenter le ressenti du froid, mais ils sont aussi très importants puisqu'ils assainissent la végétation, transportent le pollen et rafraîchissent en été. Ce qui va être important, c'est de se concentrer sur nos vents dominants. Donc je schématise mes vents dominants par ces flèches bleues et je souhaite protéger mon jardin. Donc je vais créer une haie brise-vent qui va faire sauter, on va dire, le vent, qui va contourner cet arbre. Mais quand la haie est simple comme ça, c'est pas très efficace parce que le vent redescend. Donc ce que je vais faire, c'est créer une haie multi-étagée avec 3 rangs de végétation comme ça. Ça me fera une espèce de tremplin en fait. Le vent passera par-dessus et ça protégera un petit peu mieux mon habitation. L'idéal, ça reste quand même d'entourer totalement ma maison d'arbres comme pour une forêt. Ainsi, le vent va passer par-dessus, il va rester au-dessus et il ne redescendra pas sur mon lieu de vie. Ça filtrera légèrement le vent et j'aurai un confort de vie bien supérieur par rapport au vent. Pour ma haie brise-vent, il ne faut pas que je la fasse trop dense parce que sinon les vents vont la contourner et elle va perdre de son efficacité. Il vaut mieux la faire un petit peu moins dense, comme ça la filtration du vent est plus douce et le vent ne contourne pas. Comme ça on aura un meilleur confort de vie par rapport à ça et nos cultures seront mieux protégées. Il est bon aussi d'alterner les arbres à feuillage caduc et les arbres à feuillage persistant pour nous protéger des vents d'hiver.
Allez, dernier schéma concernant le vent, il s'agit de l'implantation de nos bâtiments, si on a la chance de partir d'un terrain vierge. L'orientation des bâtiments fera aussi des microclimats par rapport au vent, donc réfléchissez-y. Et enfin, je vous donne 2-3 petits ratios par rapport à ça, des distances à respecter pour être tranquille par rapport au vent. Ben voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et d'aller voir surtout la vidéo suivante de la série. Allez, ciao ciao!